Je suis présente partout, dans l'imaginaire des artistes, intemporels, déterminés, rebelles. Symbole de mon pays, la Palestine. كان حافظ عليه يقول احنا بنرجع ديروا بالكم على المفتاح ديروا بالكم على الوراك عشت معاه 22 سنة حماية. On va donc passer à la deuxième partie de cette soirée. Je vous présente Ethan et Éléonore qui arrivent de Tel Aviv. Voilà, et Adrien, le petit bébé. D'accord, voilà. On remercie aussi Adrien de sa patience, d'avoir des parents militants. C'est ça, vous n'avez pas votre première intervention en France. Ok. Alors, donc, on vous remercie encore donc, doublement d'avoir accepté de venir jusqu'à Martigues pour venir nous présenter votre travail. Je vous en prie, installez-vous. Tous les deux sont dans une ONG en Israël. Vous avez peut-être vu le pitch sur Internet, voilà, qui s'appelle Décoloniser, qui vont nous présenter. Ils vont aussi nous présenter leur travail. Cette soirée, on a beaucoup entendu parler de vous, Martigues. On a beaucoup entendu parler de vous, notamment à Marseille, par les copines et les copains. Je sais que vous faites des choses incroyables au niveau de cette ville, donc félicitations à vous. Merci pour tout le travail que vous faites. Je voudrais commencer par remercier Régine, que vous connaissez toutes et tous, j'en suis sûre. Régine a été peut-être pas la première, en tout cas une des premières, à intégrer une association israélienne basée à Tel Aviv, juive, antisioniste, dans la famille militante de la lutte pour le peuple palestinien. Quand je dis ça, ça paraît un peu surprenant parce que c'est évident qu'il y a des voies alternatives juives pour la Palestine. Il est évident qu'il y a aussi en Israël des gens qui militent. Mais cette lumière est peu faite. Il y a peu de lumière faite sur ces gens, en France en tout cas, où on a tendance aussi à présenter la société israélienne un peu comme un bloc monolithique, sans vraiment donner la parole aussi aux voies alternatives. Alors nous, on va vous présenter un peu notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire d'être militant anticolonialiste en Israël? Quel sens ça fait dans une société éminemment coloniale, qui a un projet colonial en cours? C'est-à-dire, nous, ce n'est pas un projet colonial du passé, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Voilà comment ça va se passer. Moi, je vais présenter Decolonizer, notre organisation, puis je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. Et dans un second temps, Ethan présentera plus particulièrement notre dernière carte qui est en vente là-bas avec Dunia. Je vais vous expliquer après un peu, évidemment on va vous expliquer un peu ce qu'il y a sur cette carte, pourquoi c'est important pour nous que vous en procuriez, c'est un grand soutien pour nous. Ethan lui parlera en anglais et Julie s'est portée volontaire pour traduire ce qu'Ethan vous dira en français. Les élèves n'apprennent pas la Nakba. Il y a un autre narratif en Israël, puisque 48 et l'indépendance, c'est la victoire. Donc c'est ça qu'on enseigne aux enfants. On n'enseigne pas quel a été le prix de cette indépendance et de cette victoire. Et l'idée est venue à Ethan d'éduquer la société israélienne à la Nakba, expliquer ce que c'est que la Nakba, faire venir des témoignages de réfugiés palestiniens et palestiniens, et un peu se faire le traducteur de cette Nakba et de ces paroles de réfugiés dans la société israélienne, c'est-à-dire mettre à disposition de la société israélienne en hébreu des outils pour comprendre la Nakba. Donc souvent, ça a été titré Nakba en hébreu, le travail qu'ils font, et qui est aussi le titre du livre qu'on est en train d'écrire. Pourquoi elles se souviennent? Ce qui peut paraître un choix un petit peu étrange, c'est parce que l'hébreu est comme le français, c'est une langue éminemment sexiste. Donc vous avez 90 femmes et un homme dans une pièce, et on va utiliser « il » au pluriel, c'est ce qu'on nous apprend encore à l'école. Alors je sais que maintenant il y a des débats sur une utilisation plus féministe des pronoms, mais en hébreu c'est la même chose. Et donc de la même façon que Zohot souhaitait se
souvenir d'une mémoire occultée, d'une histoire oubliée, donc apporter une histoire alternative à celle qui est enseignée. L'idée était aussi d'utiliser la langue de façon alternative, donc d'utiliser la forme féministe et donner essentiellement la parole à des réfugiés femmes. C'est la vocation à montrer toutes ces destructions qui ont eu lieu depuis le début du sionisme. And into the until today and into the future also. Et c'est qui auront lieu par la suite. Okay. Now the destruction of it's only the destruction of whole localities. It's not all the destruction, because in many places Israel destroyed houses, several houses. Just a few weeks ago in Kalansawa, one city, in the Arab city in Israel destroyed few houses. This is not marked in the map. It's only when a whole locality is destroyed, we put it in the map. Donc ils détruisent des localités, mais ils détruisent aussi quelques maisons ici et là, notamment très récemment dans un village arabe. Et ça, c'est pas dans la carte. Dans la carte, on voit les localités qui ont disparu. Now, the destruction, the localities are mostly Palestinian localities that were destroyed, but also Syrian localities and Jewish localities, as I will explain. Donc c'est pas seulement des localités palestiniennes qui ont été détruites, il y a aussi des localités syriennes et juives. Now, if you look at the map carefully, you see that the names, the majority of the names are in color, in gray color, and they are like gray and like as if they are the background of the map. And these are all the existing localities today in Palestine, Israel, including all the Jewish, Palestinian settlement localities are in gray. Donc on voit en fond de carte des localités qui sont marquées en gris. Donc ça, ce sont toutes les localités existantes, quelles qu'elles soient. Yes, and then in three colors, we have in the colors the three colors of the destroyed localities. What is in colors? While explaining, you can read it also in the legend, but these are the different layers or different epochs of destruction shown in this one. From the end of the 19th century until 1948. So before this, now the first category is 57 Palestinian localities, 57 that were destroyed since the beginning of Zionism. The first one was destroyed in 1878. En 1878, la première localité palestinienne a été détruite. Comme ça parle. And in total, 57 were destroyed. Et au total, 57 ont été détruites. Now, they were destroyed in a process of buying land. This was the way of colonization of Zionist settlers. They bought pieces of land, by the way, many times with the help of Rothschild from France, buying plot of land and then evacuate the people that were living in this land. Donc, en fait, cette première vague de colonialisme, elle a été faite par expropriation. Donc les sionistes achetaient des morceaux de terre et expulsaient les habitants. Et parce que nos actions, elles ont plusieurs directions. Vous savez, tout à l'heure, vous avez vu des petits films, on a une direction politique, on essaie d'agir sur le gouvernement français, sur les politiques locales, pour qu'ils arrêtent de soutenir la colonisation. Et on a des actions concrètes de solidarité avec le peuple palestinien. Il y a une table là-bas qui est tenue pour ça. Et on a aussi des actions comme ce soir pour mieux comprendre la situation là-bas. Ça nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'on a vraiment besoin, vous savez, en France, l'information, elle ne circule pas vraiment. Et souvent, on se dit comment, ou alors on la prend sur Google, sur YouTube, et c'est pas toujours la vérité. Sauf sur notre chaîne YouTube. Sauf sur votre chaîne YouTube, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait 574 vues. Si ce soir, tout le monde partage encore leurs vidéos, ça peut être pas mal sur les réseaux sociaux pour que ça augmente un petit peu le partage. Pendant que vous préparez vos questions dans vos têtes, je vais vous annoncer plusieurs autres soirées comme ça pour mieux comprendre la situation. Et donc du coup, mieux la comprendre, c'est se donner aussi les outils de mieux combattre le colonialisme et la situation d'apartheid qu'il y a là-bas. Le 6 mars, au Molotov à Marseille, nos copains de Marseille reçoivent Mourad Amorol, des jeunes contre la colonisation, un Palestinien. C'est à la Plaine, le Molotov, vous voyez où c'est près du métro Notre-Dame-du-Mont. C'est une association des jeunes contre les colonies et il vient pour la campagne de réouverture de
de la rue Chouada. On en a parlé cet été avec les copains d'Al-Khalil, d'Hébron, cette rue qui est fermée au commerce. Il y a des actions pour essayer de la faire réouvrir. Il viendra en parler. Et à Marseille, ils reçoivent aussi le 18 mars un représentant sud-africain qui est coordinateur de la campagne pour la libération de Mandela, qui a été donc un des coordinateurs de la campagne pour la libération de Mandela, et qui viendra parler de la campagne BDS, puisqu'il est lui aussi membre de la campagne BDS de boycott des investissements sanctions, puisqu'il fait le lien entre la situation d'apartheid qu'il y a eu en Afrique du Sud et celle qu'il y a aujourd'hui en Palestine, avec les mêmes outils qui sont de boycotter les produits qui viennent de ces pays-là pour pouvoir faire une pression économique dessus. Il y a samedi prochain, le 18 mars, vous allez recevoir un petit flyer à Vitrolles. Il y a l'association Sourire à la Palestine, Sourire de Palestine, excusez-moi, voilà, qui fait aussi une animation avec des prises de parole. D'ailleurs, vous pourrez retrouver Bassem et Abdel Nasser qui reviennent, hein, c'est ça, vous les avez invités, de Gaza, qui reviennent encore. Donc vous pourrez les revoir, c'est samedi soir à Vitrolles. Et puis le 16 mars, c'est à Martigues, au Renoir, une soirée autour du film 3000 nuits de cette femme qui a été emprisonnée par le gouvernement israélien et qui a choisi alors qu'elle était enceinte, et qui a choisi d'accoucher, d'élever son enfant en prison. Donc voilà, il y a plein de soirées. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça sur votre agenda de votre smartphone, et bien en sortant, vous mettez, une fois que vous avez mis les sous dans la petite caisse, vous mettez votre mail de manière lisible, et puis comme ça, vous recevrez tout ça. J'espère que ça vous a laissé le temps de préparer quelques questions pour nos invités. Profitez, c'est pas tous les jours qu'on a des gens qui viennent d'Israël. Voilà, merci beaucoup, très gentil. Je vais faire circuler le micro. Et vu que je l'ai, je vais profiter parce que nous, dans le collectif, on a eu une question qui nous a traversé. Quand on a fait la communication, la première affiche qu'on avait marquée, vous aviez marqué des cartes qui recensent la destruction de localités palestiniennes, syriennes et juives. Et en fait, après réflexion, on a enlevé juive parce qu'on n'a pas compris, en fait, moi en tout cas, j'ai pas compris, et mes camarades non plus, qu'est-ce que c'était une localité juive. Et voilà, je me suis dit peut-être que je vais comprendre ce soir, en fait, si vous pouvez m'expliquer, parce que moi j'ai toujours pas compris, je sais pas si les copains ont compris. Mais voilà, je pense que c'est peut-être la première question, et après, si vous avez d'autres questions, on fait circuler le micro. Merci. Alors, pourquoi on utilise le mot localité en fait? Parce qu'on pourrait utiliser village, on pourrait utiliser ville. En fait, en tant que chercheur, on fait attention aux mots qu'on utilise. Et localité était vraiment le mot qui recouvre la définition la plus juste. Parce que parfois, c'est des villes entières, parfois, c'est des villages. C'est pas les mêmes dimensions, on ne parle pas du même nombre d'habitants, on ne parle pas des mêmes surfaces. Et parfois, c'est un petit hameau, parfois, c'est quelques fermes ensemble. Donc ça, c'est une localité. Et comme l'a dit Ethan, cette carte ne recense pas l'intégralité des destructions qu'il y a eu en Palestine historique depuis le début, puisque à ce moment-là, ce ne serait pas une carte dont vous auriez besoin, ce serait complètement illisible. Donc ont été répertoriées sur cette carte les localités qui ont été complètement détruites. Donc comme par exemple, il y a un quartier d'un village qui a été détruit, le village n'est pas recensé comme localité détruite. Donc ont été recensées toutes les localités. Pourquoi c'est important pour nous? Ce n'est pas qu'une carte de la Nakba, ce n'est pas qu'une carte des destructions des localités palestiniennes, ce n'est pas qu'une carte de 67, ce n'est pas qu'une carte du Golan occupé, ce n'est pas qu'une carte des localités syriennes détruites. C'est une carte qui recense l'intégralité du prix qui a été payé par les populations sur le terrain depuis le début des migrations sionistes jusqu'à aujourd'hui et même un peu plus dans le futur. Donc quand on reprend historiquement, les victimes principales du projet colonial en Palestine historique sont évidemment les Palestiniens et les Palestiniens, la Nakba étant l'épisode principal de ce projet colonial. On l'a vu en 67 avec la Cisjordanie et Gaza, mais aussi avec le Golan. Les Syriens rentrent aussi dans la liste des victimes. Alors pourquoi ajouter en plus les localités juives qui ont été détruites? Il ne s'agissait pas pour nous de mettre sur un rapport d'égalité les oppresseurs et les opprimés, comme l'avait très bien dit Julie. Il ne s'agit pas de dire « Ah ben il y a eu des localités palestiniennes détruites, il y a aussi des localités juives, ok, vous voyez, chacun paye un prix. » Il ne s'agit pas du tout de ça. Par contre, pour nous, c'est important, d'abord par honnêteté historique, de dire qu'il y a aussi eu des villages juifs qui ont été détruits, pas dans les mêmes conditions, on l'a vu. Aucun de ces villages n'a été détruit par les forces palestiniennes, mais par les forces arabes. Donc ce n'est pas une guerre entre les Palestiniens
et les Juifs, et qui se seraient... Alors nous, on a expulsé quelques villages palestiniens, vous expulsez quelques villages juifs, mais c'est important pour nous de montrer qu'il n'y a pas d'occupation pacifique. L'occupation pacifique, ça n'existe pas. Ça veut dire que les colons, les occupants, payent aussi un prix de l'occupation et de la colonisation. C'est ça qu'on a voulu dire en répertoriant des localités juives aussi sur cette carte. Parce que là, si vous voulez convaincre les Israéliens, par exemple, si vous voulez convaincre les Israéliens, il faut aussi les convaincre qu'ils ont eux aussi un intérêt à la paix. La décolonisation, ce n'est pas que pour rendre justice aux Palestiniens, c'est évidemment le cas, mais c'est aussi pour vivre en paix. Et donc c'est important pour nous d'expliquer que les colons payent aussi un prix. Ce n'est pas le même prix, mais c'est aussi un prix. Donc ça nous semblait important de le mettre sur cette carte, et c'est la seule carte, en fait, qui fait une espèce de synthèse des prix payés depuis le début du projet colonial, par les Palestiniens, par les Syriens et par les Juifs. Et c'est un prix qu'en tant que colons, on continue aussi à payer, en vivant constamment en guerre, en ayant... c'est-à-dire que vivre en Israël, ce n'est évidemment pas vivre en tant que Palestinien, mais c'est aussi vivre dans une tension en permanence. Et nous, on essaie de convaincre les Israéliens de l'intérêt qu'ils ont à décoloniser leur identité et à aller vers la paix. Il faut aussi les convaincre qu'ils ont un intérêt. La paix, ce n'est pas que pour les Palestiniens, c'est aussi dans leur propre intérêt. Sinon, on n'arrivera pas à les convaincre du bien fondé du travail ensemble. On a invité un chercheur qui s'appelle Tom Pessar, qui est un sociologue spécialiste du colonialisme israélien. Et il a fait ses études, son doctorat à Berkeley, donc il est aussi spécialiste du colonialisme américain. Et on lui a demandé un peu de nous apporter des éléments, peut-être pas de comparaison, mais de voir un peu où en étaient les recherches sur le colonialisme américain. Il nous disait que très étrangement, même si le discours anticolonialiste commence à se développer, c'est-à-dire que maintenant on utilise un peu colonialisme à toutes les sauces, colonialisme par-ci, colonialisme par-là, même si ça regroupe des idées et des réalités différentes. Et il nous disait que, étrangement, il y avait très peu de recherches faites, par exemple aux États-Unis, par des chercheurs américains en termes de décolonisation. Et ça, c'est vraiment important pour nous de dire aux gens, nous, Israéliens, nous n'allons pas apprendre aux Palestiniens ce qu'ils ont perdu. Par contre, nous allons apprendre ce que nous avons détruit. C'est-à-dire, on ne parle pas au nom des gens, on parle en notre nom. Et on reconnaît nos propres responsabilités. Et c'est un changement d'optique qui est très différent. C'est pas la même chose d'expliquer aux gens quelles ont été leurs pertes que de reconnaître quelles ont été nos responsabilités. Et donc, évidemment, on serait ravis que cette carte serve de point de départ à d'autres recherches. Et j'en profite parce que je manque jamais une occasion pour vous dire, d'abord on a une page Facebook, on a un site internet, vous pouvez nous suivre, vous pouvez avoir de nouvelles. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on voudrait monter un groupe de discussion, un groupe de travail qui s'appellerait Pratiques croisées du colonialisme, sur qu'est-ce que la situation coloniale en Israël-Palestine peut nous apprendre ou peut nous éclairer sur le colonialisme français, et qu'est-ce que le colonialisme à la française, parce qu'en termes de colonialisme, on n'a rien à envier, on est des bons aussi ici. Donc qu'est-ce que la situation coloniale et la situation post-coloniale ici peut nous indiquer sur un colonialisme mal digéré en France? Et les pratiques coloniales françaises, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, nous éclairer sur ce qui se passe en Israël-Palestine? Donc d'abord, j'invite ceux qui sont intéressés à nous suivre, puis à prendre contact avec nous, et puis continuez à nous inviter, on pourra vous parler encore plus de ces recherches et des développements. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci à vous. Vous restez manger ou vous avez plus? Bien sûr. Ah ben voilà, on est content de vous recevoir à manger, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous dire que souvent c'est compliqué pour nous de travailler. C'est difficile d'être à la marge de sa propre société, de sa propre communauté, de ses propres familles, même s'il se trouve que dans notre cas, on a plutôt de la chance de ce côté-là. Et je voulais vous dire que des fois, quand on est quand on a un petit coup de mou, c'est grâce aux rencontres qu'on fait, quand on est invité. C'est vous qui nous donnez la pêche, en fait, pour continuer à faire ce qu'on fait. Donc, on vous est aussi très reconnaissant du soutien que vous nous donnez. Toutes
sortes de soutiens que vous nous donnez, mais votre présence est déjà énorme pour nous, donc je tenais vraiment à vous remercier, vous aussi, d'être là. Merci beaucoup. Il y a des